Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour votre talk de fin d'après-midi, 16h-18h sur France Maghreb 2 tous les jours et en ce mercredi 28 septembre, je vous souhaite la bienvenue avec à mes côtés Sonia Mebrek qui est avec nous. Bonjour Sonia. Bonjour. Comment ça va ma Sonia ? Ça va très bien, merci. Secrétaire médicale, toujours et encore, pour commenter l'actualité avec nous aussi, Emmanuel Dupuis qui est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe. Comment ça va ? Ça fait plaisir de faire la première émission avec Sonia. Ouais, absolument. Et de retrouver les auditeurs et auditrices, comme toujours. Tout à fait. Alors Emmanuel Dupuis est évidemment président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Toujours avec nous sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous. Voici le programme chargé de cette émission. On y va, on attaque. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. La battle tout à l'heure avec cette question à laquelle vous pouvez répondre aussi sur Twitter. Le Grand Forum FM2. Enfermement des mineurs délinquants, est-ce une solution ? Vous répondez, et pour l'instant c'est le oui qui est majoritaire à 55%. Emmanuel Dupuis est plutôt pour, Sonia contre. Ils en débattront tout à l'heure en fin d'émission avec vous, si vous voulez jouer les arbitres, au 01 40 33 9000, bien entendu. Le quiz, tout à l'heure, à ne pas louper, la belle histoire des génériques, l'agence Tourisque, ça vous rappelle des choses ? Eh bien, Mam nous racontera l'histoire de cette série que l'on a vue, revue et re-revue. Et puis, nous allons recevoir tout à l'heure une invitée, du moins j'espère, parce que j'ai pas de nouvelles pour vous dire franchement, mais normalement elle devrait être là, elle s'appelle Sherazade, elle est atteinte d'un cancer du sein. Avec métastase, elle nous dit être condamnée et elle n'entend pas se laisser aller, bien au contraire, elle a créé une association, c'est Cancéreuse Heureuse 77, pour justement faire de la prévention et comment bien accepter sa maladie, ce cancer. Elle sera avec nous, Sherazade, pour ses témoignages tout à l'heure, à ne pas louper. Le zapping, bien entendu, avec des nouvelles de Valérie Pécresse, mon cher Emmanuel, nous en parlerons tout à l'heure dans le zapping. Et puis évidemment nous allons parler du Qatar parce que le Qatar, vous le savez certainement, dans 53 jours maintenant va débuter la Coupe du Monde de foot au Qatar à partir du 20 novembre prochain, et on a cet appel au boycott qui commence et qui continue de grandir, à l'appel de médias ou voire de politiques français. Est-ce temps de finir avec cette hypocrisie à 2 mois de ce mondial ? On parlera évidemment des gazoducs qui ont évidemment été détériorés en mer Baltique. Le Nord Stream 1 et 2 ne sont plus praticables. On verra les conséquences et à qui profite le crime. On se posera la question. Et puis nous reviendrons aussi dans le fait du jour au lendemain de ce match amical en opposant la Tunisie au Brésil. La Seleção hier au Parc des Princes. Score final 5-1 pour le Brésil. Mais ce match a été entaché d'incidents. On y reviendra aussi. Et on écoutera le coach Djalal Kadri des Tunisiens, interrogé par Tarek Pami. Il fait tout, Tarek, vous voyez, il fait de la politique, du foot, voilà. Il est très... voilà, il sera avec nous donc tout à l'heure pour écouter donc l'entraîneur de la Tunisie sur France Maghreb 2. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Mais on commence toujours, cette émission par, évidemment, les clins d'œil, un petit retour en arrière, parce qu'il est bon, quand on parle d'actualité, de se rappeler de ce qui s'est passé un petit peu dans le passé. Tiens, en 1970, Emmanuel, Sonia, c'est le décès, la mort de Gamal Abdel Nasser, gouverneur, militaire, premier ministre, puis président de l'Égypte. Il avait notamment nationalisé le canal de Suez et déclenché donc cette fameuse crise de 1956. Un petit retour en arrière, archive de l'INA, sur le parcours de Gamal Abdel Nasser. 1956. Depuis 2 ans, le pouvoir est détenu par un officier révolutionnaire aux fermes convictions nationalistes arabes, Gamal Abdel Nasser. Un leader dont la popularité dépasse les frontières de son pays pour atteindre l'ensemble du monde arabe. Cet extraordinaire engouement pour Nasser vient notamment de son attachement à la Palestine, qu'il a fait le serment de libérer. Qu'est-ce que ça t'évoque, Emmanuel Dupuis, Gamal Abdel Nasser, un grand homme, un grand dirigeant? Oui, de lointains souvenirs, je n'étais pas encore né, mais bien évidemment cela a bercé notre jeunesse, ou en tout cas la manière dont il a porté pendant longtemps ce rêve finalement assez partagé à l'époque d'un pan-arabisme, d'un nationalisme post-colonial. Il faut rappeler que
le colonel devenu général Nasser avait mis fin à une royauté, la royauté du roi Farouk, qui était héritière d'un protectorat britannique, donc d'une certaine manière une fin de l'histoire qui a ancré le continent africain à travers évidemment sa geste révolutionnaire et la manière dont il a voulu se réapproprier son propre destin. Ce qui me rappelle aussi quelques difficultés que nous, Français, avons eues avec le général Gamal Nasser, notamment par rapport à la nationalisation du canal de Suez et l'opération qui a suivi en 1956, pilotée par la France, la Grande-Bretagne et Israël. Et d'une certaine manière aussi la manière dont, ça a été rappelé, il s'était mobilisé dès son plus jeune âge, alors qu'il n'était pas encore président, puisqu'il n'avait pas encore fait le coup d'État de 1953, pour le soutien de la cause palestinienne, avec, on se souvient, l'Égypte qui était intervenue, d'abord en 1948, puis en 1967, puis en 1973, avec, là aussi, une pensée pour les Égyptiens qui ont mis fin, d'une certaine manière, au règne des militaires présidents, puisque après le général Nasser a succédé le général Sadat, qui ensuite a été assassiné par les frères musulmans en 1981, et remplacé par un autre général, le général Moubarak, qui lui-même a été déchu, là pour le coup, par une révolution, avec les Égyptiens qui ont voulu reprendre leur destin en main. Oui, c'est ça. En tout cas, un leader qui dépassait d'ailleurs bien au-delà des frontières égyptiennes. Ma chère Sonia, aujourd'hui c'est un jour aussi important, puisque en 1958, c'est la naissance de ce qui nous accompagne donc depuis la 5e République française, approuvé d'ailleurs par référendum par les Français à 82,6% pour ce qui est de cette constitution. La 5e République, alors beaucoup de partis politiques ont appelé, notamment lors de la dernière présidentielle, à y mettre fin à cette 5e République pour la 6e. Est-ce que la 5e, finalement, Sonia, comporte suffisamment d'éléments pour qu'elle puisse continuer à perdurer depuis 1958, ce que ça dure ? Bah écoutez, moi je pense que oui. Je pense qu'il est nécessaire, oui, que ça perdure. Ouais. Et ben ça va perdurer encore longtemps, sachant que la 4e République n'a pas duré très très longtemps, hein, si je me souviens bien, Emmanuel. Ah ben si, quand même, 1946-1958. Ouais, mais ça fait pas beaucoup. Bah ça fait 12 ans. 12 ans, c'est quand même pas mal. C'est bien, et puis bon, il faut arriver, ça s'inscrivait dans une continuité, puisqu'en fait la 3e République avait été rompue par la guerre. Hein, c'est un élément important à partir de 1940, et la déclaration de guerre, et donc l'invasion de la France à partir de septembre 1940. Donc oui, la 6e République, c'est d'une bonne initiative, ça s'inscrit dans un juste ordonnancement des choses. Maintenant, ça ne va pas tout régler. Parce que c'est pas parce qu'on décrète qu'on va passer dans une 6e République que les principes démocratiques qui ne se sont pas suffisamment mis en exergue dans la 5e République seront au rendez-vous. Et je crois que ce n'est pas le changement de constitution qui est important. C'est la manière dont on fait de cette constitution un retour du principe démocratique. Alors ça veut dire que la 6e République nous ferait ramener à la 4e République, d'une certaine manière, dans lequel on déprésidentialiserait le pouvoir. La Constitution de 1958 donne d'un pouvoir exorbitant, une monarchie républicaine, qui fait du président de la République un monarque républicain. C'est ça. Avec une capacité de se passer non pas d'une majorité, mais en tout cas avoir un certain nombre d'artifices, les ordonnances, le 49.3, une majorité relative qui lui permet de gouverner. Donc je crois que moi je suis partisan pour qu'on ait une nouvelle constitution, qu'on révise la constitution. Bon, une révision de la Constitution ne veut pas forcément dire qu'on va passer dans une 6e République. Mais après, il faut juste savoir ce que l'on veut. Il y a peut-être des choses qui vont changer. Je pense que ça va être aussi un bien. Bah, il faudrait déjà, il faut définir ce qui ne va pas. Oui. Et dans notre pays. Et donc, l'hyper-présidentialisation, le fait que l'on ne tienne pas suffisamment compte des pouvoirs locaux, le fait qu'on ait trop un pouvoir vertical qui fait que c'est l'État qui pourrait apporter une réponse à tout, alors qu'il y a des collectivités locales, des collectivités régionales à qui on devrait donner plus de pouvoir. On l'a fait à partir de 2008, on l'a fait à partir de 2015 quand on a réformé les régions de France, on les a
optimiser de manière plus rationnelle, mais enfin, il faut leur donner les moyens. En 2016, pour ce qui est des régions. Pour les régions, la loi NOTRe 2015, puis la fusion des régions. En 2016. 1992, Emmanuel Sonia, c'est la naissance de la chaîne culturelle franco-allemande Arte. Que tout le monde dit regarder, et pourtant Arte, fait pas beaucoup d'audience, donc c'est particulier. Et puis tiens, en 1965, c'est l'anniversaire d'un acteur, mais aussi réalisateur franco-marocain, qui est né à Gennevilliers, Roche Dizem. Vous connaissez évidemment, Roche Dizem, franchement, voilà, grand talent. Et puis, elle est née en 1982, elle est issue de la Starac, une chanteuse, c'est la chanteuse préférée d'Emmanuel. Je ne vois même pas où c'est. On va découvrir. Nolwenn Leroy. Ah oui. Ah ouais, je ne savais pas. Qui est née d'ailleurs dans le Finistère, qui est une bretonne. Voilà. 1965. Ah, 1982. Elle est jeune. 82. Ah oui. C'est bien. Moi je disais 65. Ça me paraissait quand même vieux. Je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai. Voilà les chants bretons, mon cher Emmanuel, de Nolwenn Leroy. C'est une reprise quand même. Oui, c'est une reprise, oui, on l'a déjà écouté. C'est pas elle qui a repris cette Bien vieille entendu, chanson du folklore breton. Mais elle a fait beaucoup de reprises. Oui, elle a fait beaucoup de reprises, notamment dans un album où elle rend hommage à sa région, à la Bretagne. Voilà, belle région d'ailleurs, la Bretagne, que je vous conseille vraiment vivement de visiter, si ce n'est pas déjà fait. Donc bon anniversaire à elle, ça a été donc une révélation de la Starac notamment. Il y en a eu quelques-uns des artistes, notamment Nolwenn Leroy. Dans un instant, on file au Parc des Princes. Il y avait un match hier, un match amical que vous avez peut-être regardé. Emmanuel, Sonia. Alors moi j'ai pas regardé, mais j'en ai eu des échos. Oui, voilà. En fait, si tu cherchais les Tunisiens hier soir, c'était pas la peine. Ils étaient tous au Parc des Princes. Ils étaient tous, oui. Dont Tarek Mami. D'ailleurs, il a rencontré le coach tunisien Djalel Kadri. Il lui a posé une question. On écoutera tout ça dans un instant sur France Maghreb 2. Malheureusement, ce match a été entaché d'incidents, avec notamment l'hymne brésilien sifflé, des jets de bananes sur Neymar, le joueur de la Seleção. Ça a été un peu perturbé. C'est dommage. La fête a été un peu gâchée. Et on me disait en fait que beaucoup de gens étaient alcoolisés hier. Donc voilà, c'est parfois l'alcool, ça crée des drames. Comment se fait-il qu'ils sont alcoolisés et qu'ils puissent c'est ces types qui boivent un petit peu avant et puis les matchs. Ils peuvent boire avant. Ils peuvent boire avant et puis mais à partir du moment où on les fait rentrer et qu'on voit que leur état est un peu. Ah mais non, ça c'est pas. Ça, rappelons-le. Entre la Tunisie et le Brésil, la Seleção. Alors, le Parisien est parti rencontrer évidemment les supporters tunisiens. Alors, avant le match, que pense-t-il de ce match ? Est-ce que c'est jouable ou pas ? Franchement, c'est magique parce que c'est la Tunisie. On représente notre pays et franchement, c'est un honneur de jouer en France et au Parc des Princes. Vous voyez bien la ferveur de ces supporters. Quelle émotion, vraiment. La première fois pour nous. Franchement, voir un match de son pays en France et surtout à Paris, c'est quelque chose et on verra qu'une fois dans sa vie. C'est un match gala et la Tunisie joue contre le Brésil. Le dernier match était 50 ans en arrière. On va remporter le match, t'inquiète. Et ici, c'est chez nous, en France. Donc voilà, on vient en masse et pour supporter la Tunisie. Sincèrement, pour une première pour la Tunisie en France, je pense, face au Brésil, c'est pour le côté symbolique du match. Je pense qu'on est très fiers d'être là et on espère avoir un bon résultat pour préparer la Coupe du Monde. Surtout que le Brésil, là, c'est une très très grande équipe. Alors, c'est quelque chose d'être là au Parc des Princes. Oui, en tout cas, il y avait l'effervescence et c'est bien normal. D'ailleurs, les Tunisiens qui ne se sont pas laissés démoraliser, que bien après, même à la fin du match, ont continué d'encourager leur équipe. Évidemment, la Tunisie donc qui a perdu 5-1. Un peu déséquilibré ce match, Emmanuel, faut le dire, mais en tout cas voilà, c'était un match test et important pour les préparations du mondial auquel d'ailleurs participe la Tunisie, pour le Maghreb, le Maroc et la Tunisie, et donc pour le Brésil également, la Seleção qui nous fait rêver quand même. C'est une grande équipe. Quand on parle Brésil, évidemment, ça fait penser tout de suite au sacre, nombreux sacres de cette équipe de la Seleção. Emmanuel, le Brésil c'est incontestable, c'est une grande équipe. Oui, alors comme je le disais à Sonia, moi je suis pas un grand amateur de football. Enfin, je sais reconnaître la ferveur et tout l'attachement à ce sport qui accessoirement va occuper beaucoup de soirées de beaucoup d'entre nous d'ici 53 jours à partir du 20 novembre. Oui. Alors ça va nous réchauffer au moins. Effectivement, c'était important qu'il y ait ce match. Moi, je suis toujours un peu étonné quand il y a des matchs gala dans des pays tiers. J'aurais souhaité que ça ait lieu en Tunisie. Ça aurait eu une ferveur encore plus forte et accessoirement ça aurait permis d'avoir justement une adhésion populaire
qu'il y a eu, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de Tunisiens qui résident en France, mais il me semble que, bon, c'est un peu les limites de l'exercice de ces gars-là qui se veulent en fait des grands raouts pour permettre aux équipes d'arriver au relais d'une victoire qui a été nette, hein, je crois, 5-1. 5-1, oui. On ne peut pas dire qu'il y a eu match, ou en tout cas qu'il n'y a pas eu une concurrence acharnée. Très vite joué à 10 d'ailleurs, c'est un carton rouge. Les Tunisiens ont quand même marqué un but, et ça c'est important. Il se trouve, par petite histoire, que j'habite près du Parc des Princes, et la ferveur quand les Tunisiens ont marqué était plus forte que quand les Brésiliens ont marqué. Ah bah oui, c'est normal. On en reviendra peut-être aux incidents de match. Oui. Alors là aussi, la ferveur est une chose. Maintenant, l'excès dans la ferveur, le déni de l'adversaire, pour ne pas dire les actes impardonnables qui frôlent évidemment le racisme. Le racisme, hein, appelons-le ainsi, hein, puisque des bananes ont été jetées sur un des joueurs. Je ne dirai pas le nom, il est bien connu des Parisiens. Me semble tout à fait. C'est pas moi qui le dis, c'est toi. C'est moi, Neymar, grand joueur. Il est parfaitement impardonnable. Voilà, le foot est une ferveur, c'est une cohésion. Ça permet aux gens de se retrouver autour d'une passion commune, quel que soit le pays d'ailleurs. Il n'y a pas d'animosité, d'acrimonie entre la Tunisie et le Brésil. Non. On pourrait penser qu'un match... Ça devrait rester qu'un jeu. Oui, mais simplement. On peut penser quand même qu'un match entre l'Iran et Israël, ça aurait été peut-être autre chose. Entre l'Ukraine et la Russie, ça n'aurait pas été de la même portée. Là, il se trouve que c'était deux pays qui se respectent, qui ont des histoires riches, denses, pour lesquelles il n'y a pas d'opposition politique. Du tout, oui. C'est que du sport. C'est voilà, mon mot de la fin, c'est que du sport. Ouais. Sonia, c'est que du sport. Hein. Pour moi, ça reste que du sport. Et puis, je me dis que bon, pour les Tunisiens, moi, je les encourage parce que c'est vraiment, ils ont fait l'honneur quand même de jouer contre le Brésil, en sachant que c'est une grande équipe. Donc, je leur dis quand même bravo, quand même s'ils ont marqué qu'un point. Il faut encourager les pays du Maghreb, quand même, qui nous représentent, la Tunisie et le Maroc. Donc, c'est quand même super. Il faut rester du côté positif, surtout. Tarek Mami, comme la plupart des Tunisiens, était évidemment au stade hier soir et il a rencontré à la fin du match le coach tunisien Djalel Kadri qui a pris les commandes de l'équipe depuis janvier dernier. Bonsoir coach, c'est Tarek Mami pour la radio France Maghreb 2 à Paris. Malgré ce score, est-ce que vous tirez quelques satisfactions globales des joueurs, que ce soit sur la globalité du match, que ce soit pour les individualités et surtout les changements auxquels vous avez procédé? Merci. Oui, c'est l'objectif du match. Donc, toujours, il y a des constats, il y a des enseignements. À mon avis, le comportement d'une équipe et individuellement et collectivement, surtout le deuxième mi-temps, a été impressionnant. Malgré la défaite, quand je viens de le dire, quand je joue à Madrid, carton rouge, c'était pas facile. Mais le fait de jouer face à un adversaire pareil, sans complexe, surtout le deuxième mi-temps, on a libéré notre jeu, on a essayé toujours, tous les joueurs nous ont fourni le maximum de main, et ça, c'est à retenir. Et on a bien sûr des enseignements, des constats qu'il faut retenir après ce match-là. Voilà, l'entraîneur tunisien, le coach, interrogé par Tarek Mami en conférence de presse d'après-match, évidemment. Djalel Kadri, effectivement, Emmanuel en a parlé. Ce qu'on peut regretter, évidemment, c'est ces incidents. On se souvient, à chaque fois en fait qu'il y a une équipe du Maghreb qui joue en France, on se souvient évidemment de France-Algérie. Vous vous en souvenez, en 2001 ou 2002, je sais plus. Le match n'avait pas pu se terminer. Enfin, c'est malheureux parce qu'il y a toujours des incidents et des incidents quand même qui sont assez dramatiques et comme on le dit ici, ça reste que du sport. Normalement, le foot c'est de la fête, c'est de la joie et quand on voit des images de jet de banane sur un joueur brésilien, c'est absolument honteux et scandaleux et franchement ces gens-là ne méritent pas d'avoir le statut de supporter parce qu'ils viennent tout simplement faire honte à leur équipe et faire honte au sport, au match, donc c'est dommage. Voilà, effectivement il y avait des équilibres sur le papier entre le niveau de l'équipe tunisienne et le niveau de l'équipe brésilienne, ça c'était incontestable et prévisible. Pour autant, ça n'empêche pas d'avoir une certaine humilité, et puis les joueurs en tout cas ont fait le taf, c'est le principal, et on espère que l'équipe de Tunisie ira le plus loin possible dans ce mondial qui se déroulera au Qatar. Justement, on en parle de ce mondial au Qatar parce qu'il suscite bien des réactions avec ces stades dernière génération climatisés. Emmanuel, tu vas y aller d'ailleurs au Qatar ou pas? Oui, bien sûr. Ah ouais, d'accord, très bien. Ce week-end. Ah, ce week-end. Très bien. Bon, tu pourras nous donner un petit peu des informations parce qu'il y a eu l'organisation d'une coupe récemment. Et pour tester un petit peu l'organisation, ça s'est un peu mal passé apparemment. Il y a eu pas mal de débordements.
de problèmes de timing entre le métro bondé. Ça a mis beaucoup de temps pour entrer dans les stades. Ils ont encore des réglages à faire. Bon, on n'est qu'à 53 jours maintenant du mondial, hein, ça va se faire tranquillement. Pour autant, aujourd'hui, moi, c'est l'hypocrisie qui me dérange, l'hypocrisie des médias, des hommes et des femmes politiques qui appellent au boycott de cette Coupe du Monde. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on sait que ça va se dérouler en 2022 au Qatar. Et les conditions, évidemment, de travail de ceux qui ont construit les stades, ça fait aussi quelques temps qu'on en parle. Pourquoi attendre 2 mois, justement, avant le déroulement de ce mondial pour dénoncer et faire un appel au boycott? On en reparle dans un instant, ne bougez pas, juste après ceci. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous avec Emmanuel Dupuis, avec Sonia Mebrek sur France Maghreb 2 aujourd'hui. Vous, auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000 pour intervenir. On va parler donc de cette Coupe du Monde, de cette fête du football qui se déroule à une période peu habituelle pour un mondial, puisque ça se déroulera en novembre prochain, le 20 novembre jusqu'au 18 décembre, jour de la finale. Pour autant, donc ça se passe au Qatar, et ça fait quand même quelques années qu'on sait que ça va se passer au Qatar. Avec donc pas mal de polémiques autour de la construction des stades et visiblement pas mal de morts d'après les ONG dues à des conditions pas toujours réglementaires donc concernant la construction des stades. Pour autant, aujourd'hui, on a des personnalités, voire même des médias et des personnalités politiques et même sportives qui appellent au boycott de cette Coupe du Monde parce qu'elle se déroule au Qatar. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite, Emmanuel ? Oui, alors c'est d'autant plus hypocrite que ce sont des ralliés de la dernière heure. Ouais, de c'est la ça 25e heure. Plus, voilà. Ça fait quand même plusieurs années que le Qatar a remporté la désignation donc d'être ville haute, enfin ville État haute, hein, c'est accessoirement la ville du Qatar. Donc les administrations et les critiques auraient dû être tout de suite mises en avant. On ne les a pas forcément entendus avec virulence pour ceux qui évidemment se sont ralliés à la dernière heure à cette stratégie. Il est indéniable que la situation au Qatar fait que les chantiers ont été sans doute beaucoup plus meurtriers, au sens propre du terme, que ce que les autorités du Qatar ont bien voulu dire. Ça, c'est une réalité. Mais moi, j'analyse ça sous un autre prisme, parce qu'il se trouve que je connais bien le Qatar, je connais bien les Émirats Arabes Unis, et je pense qu'il y a une sorte de retour d'ascenseur, ou un prêté pour un rendu. Le Qatar avait fait de l'Emirates bashing au moment où les Émirats Arabes Unis accueillaient à Dubaï l'exposition universelle en 2020, en disant qu'il ne fallait pas y aller, en utilisant les mêmes arguments, que l'exposition d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de visiter. L'attribution de l'exposition universelle n'avait pas été obtenue de manière très démocratique, et mettant en avant le fait qu'elle n'est pas vertueuse en termes d'environnement. Bon, c'est de bonne guerre que les Émirats Arabes Unis fassent à peu près la même chose, car c'est ça dont il s'agit, me semble-t-il, une sorte de Qatar bashing, ou une campagne de Qatar bashing, qui évidemment touche les décideurs politiques et qui s'exprime ainsi. C'est un peu, encore une fois, la manière dont les communicants fonctionnent. Ça s'appelle du black PR, c'est-à-dire de l'opposition dénuée à son adversaire une légitimité. Ouais, en tout cas, c'est Emmanuel l'a dit, Sonia, c'est ces personnes qui viennent de la dernière heure condamnées, appelant au boycott. C'est une condamnation à géométrie variable, quoi. Je veux dire, c'est quand on approche de la Coupe du Monde. Je préfère ceux qui sont restés droits dans leurs bottes, c'est-à-dire que dès l'attribution du Qatar comme organisateur du Mondial 2022, se sont tout de suite offusqués, etc. Et où évidemment on a eu des informations tout au long de la construction des stades, avec justement pas mal de problèmes qui nous ont été relayés. Voilà, les appels au boycott ou les avocats de la dernière heure c'est un peu hypocrite, non, Sonia? Moi, je trouve ça hypocrite. Après, ça pénalise beaucoup de gens. Ces gens-là ont travaillé pour obtenir ce stade, et il y a des joueurs, il y a plusieurs pays en jeu. Enfin, je trouve que ça pénalise beaucoup de monde, et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Pourquoi maintenant? Ouais, pourquoi maintenant? C'est je la pense grande qu'il question. fallait réagir avant. Alors, il y a des sondages qui sont sortis où on apprend d'ailleurs que plus de la moitié des Français ne vont pas regarder
la Coupe du Monde au Qatar, Emmanuel. Ça, c'est foutage de gueule encore. Oui, ça c'est. Je pense que c'est pas forcément vrai. Mais pas du tout. Ils le disent comme tel, mais ils le regarderont. Pas du tout, ils le regarderont surtout si l'équipe de France. Bien sûr. Et souhaitons-le lui fait un bon résultat. Oui. Alors une des raisons pour lesquelles il y a effectivement une difficulté par rapport à cette Coupe du Monde, c'est que elle a été anticipée et que les gens n'ont pas l'habitude que ce soit en novembre, en automne. C'est ça. Alors qu'habituellement c'est plutôt au printemps, quand les beaux jours sont là et quand évidemment il y a une cohésion qui se fait à travers des fan zones. Si imaginons que la France est en finale, c'est vrai que ce sera moins agréable d'aller dans une fan zone en plein hiver que en plein été. C'est ça. La fête sera un peu gâchée et espérons que la France ramène une 3e étoile. Mais encore une fois, je risque de me répéter, tout ça n'a pas une grande importance. Le Qatar et les Émirats Arabes Unis se répondent par écho, en utilisant les mêmes arguments. Il faut juste avoir conscience que ça se fait. Voilà. En tout cas, il y en a un qui espère que l'équipe de France remporte le mondial. Toute la France, non? Un en particulier qui espère le président. Que ça va occuper un petit peu le peuple. C'est le président, oui. Ah oui, le président que ça distrait un peu le peuple. C'est ça. Mais quelque part, il n'a pas tort. Parce qu'avec tout ce qui se passe, les ennuis, enfin la conjoncture actuelle, ça va faire un peu de bien aussi. Oui, si toutefois l'équipe de France va au bout, quoi. On espère. Au moins, ça va permettre d'économiser un peu de chauffage. Si on est un peu ambiancé le soir de match, on va pouvoir se réchauffer assez tranquillement. Oui, voilà, c'est pas mal non plus. Avec d'ailleurs le dîner de la dernière chance ce soir, vous le savez, pour définir la méthode concernant la réforme des retraites. Madame Borne, ministre concerné, Monsieur Bayrou. Il y a une manifestation demain qui est annoncée. Ça commence, à la RATP. Voilà, chez pas mal de sociétés également. Oui. Effectivement, il y a pas mal de. Il faudrait qu'on en parle aussi. Il y a une pénurie de chauffeurs de bus à Paris. Vous avez suivi? Il manquerait entre 800 et 800 chauffeurs de bus aujourd'hui. Oui, tout comme il manque des contrôleurs aériens et qu'il manque des bagagistes sur les aéroports. Ça peut être compréhensible. Vous avez vu que ils travaillent dans des conditions un peu précaires quand même. Ils sont agressés, ils n'ont pas de protection, il faut aussi comprendre que les gens abandonnent ce poste-là. Au-delà de l'abandon, c'est qu'il y a eu, premièrement, une réduction du nombre de chauffeurs au moment de la pandémie et qui n'ont pas été remplacés parce qu'un chauffeur, il faut bien le former. Et c'est surtout ça. Il y a une sorte de. En fait, on fait appel à des intérimaires aujourd'hui. Non-anticipation de ce que la situation allait redevenir. Et donc de ce point de vue-là, il faut s'en réjouir, on est revu à la normale, sauf qu'un certain nombre d'entreprises, la RATP, comme la SNCF, comme Air France, et comme d'autres compagnies, n'ont pas anticipé que ça reviendrait aussi vite. C'est ça. Dans un instant, on va parler de ce qui se passe à propos des gazoducs Nord Stream 1, Nord Stream 2, qui ne fonctionnaient plus pour l'heure. Déjà, juste pour préciser, rien de nouveau, il fonctionnait plus déjà depuis fin août. Voilà, c'est ça. On a prétexté des travaux de maintenance. Sauf que là, ils ont été détériorés. On parle de 3 explosions qui sont survenues à proximité du Danemark, c'est ça, Emmanuel, en mer Baltique? C'est ça, donc au large des eaux territoriales du Danemark, de la Suède et de la Lituanie. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est un vent de condamnation et qui s'élève, et on a désigné d'ores et déjà le coupable, qui serait, selon les Occidentaux, la Russie. Pour autant, à qui profite le crime? Et je te poserai directement la question, Emmanuel, dans un instant. La Russie, quel serait son intérêt à faire cela? On en reparle dans un instant, ne bougez pas. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Sonia Mebrek, secrétaire médicale, avec Emmanuel Dupuis, président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans cette émission du LGF. Les gazoducs Nord Stream 1 et 2 ne sont plus en état de fonctionner, puisqu'on parle évidemment d'un sabotage, de 3 explosions qui ne peuvent pas, et pour écarter tout de suite, a priori d'après les experts, être accidentelles. Emmanuel, puisque 3 explosions, ça paraît quand même quelque chose de... S'il y avait eu une explosion, on aurait pu imaginer, douter. Oui. S'il y avait 2 explosions, c'était encore faisable. 3. Mais 3, c'est d'autant plus improbable qu'elles ont lieu, premièrement, simultanément, à 3 endroits différents, sur 2 gazoducs. Et non pas sur 1, sur 2 gazoducs, Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Donc il y a un très fort faisceau de présomption, comme quoi c'est du sabotage. Maintenant, de là à dire
qui est responsable, c'est une autre question beaucoup plus complexe. Enfin, il faut quand même rappeler quelques éléments. Ces deux gazoducs ne fonctionnaient plus, puisque la Russie les avait fermés fin août dernier. Deuxième élément, il y a une différence entre Nord Stream 1, vieux gazoduc créé en 2005, et Nord Stream 2, mis en place plus récemment, opérationnel pas totalement, parce qu'il n'est pas terminé, avec une grande différence. Nord Stream 1 fait l'objet d'un consortium dans lequel vous avez des entreprises européennes, allemandes, néerlandaises, Engie par exemple à 10% du consortium de Gazprom 1, de Nord Stream 1, Gazprom étant propriétaire de 51%. C'est totalement différent pour Nord Stream 2, qui est la propriété intégrale de Gazprom. C'est la raison pour laquelle l'Europe a dit que ce sont avant tout des infrastructures stratégiques pour l'Europe. Ce sont des gazoducs construits par la Russie, mais qui approvisionnaient l'Europe, quel que soit le gaz et quelle que soit la provenance du gaz. Oui. Donc c'est avant tout un sujet de préoccupation pour les Européens. Oui. Donc qui, ça concerne plus évidemment, pouvaient bénéficier des 55 milliards de mètres cubes de gaz par an qui, évidemment, pouvaient donner par le passé, puisque Gazprom Nord Stream 1 était opérationnel depuis 2012, quasiment 26 fois d'électricité à 26 millions de citoyens. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question qui est posée, c'est le contexte. Il s'agit de 3 explosions simultanées, identifiées par un institut sismique, l'institut sismique suédois, qui a identifié des détonations de l'ordre de 2 sur l'échelle de Richter. C'est considérable. Ah oui. C'est pas une petite bombinette. Oui. C'est à peu près 200 kg de TNT ou d'explosifs ou quelle que soit la matière qui a fait exploser ces 2 gazoducs. Ça veut dire... autre élément, pardon Emmanuel de te couper, mais un autre élément important, c'est que ces explosions sont survenues à peu près à 100 mètres de profondeur. 200. Et seul un sous-marin peut effectuer ce genre de choses. Je veux dire, c'est pas... Alors, un bathyscaphe qui provient d'un sous-marin. Voilà. Alors, un mini sous-marin, si vous voulez. Qui se détache des sous-marins et qui viendrait placer une charge. Mais il n'y a aucune surveillance dans ces lieux-là. C'est quand même assez surprenant. On est à 200 mètres de profondeur. Se dire. C'est pas si évident que ça. Oui. C'est pas si évident que ça. En tout cas, si, il y a une surveillance, puisque on a décelé l'explosion et on a même filmé l'impact de ces geysers. Et c'est assez impressionnant. Et les conséquences de cette explosion. Les conséquences sont très simples. Très simples. On va schématiser. Si vous avez une explosion, comme il y avait du gaz sous pression, à la rigueur, ça n'a pas une incidence majeure. Si vous avez 2 explosions à 2 endroits différents, vous avez l'eau qui s'engouffre dans le gazoduc. C'est ça. Et donc, du coup, là, il devient inexploitable. Ou en tout cas, ça coûterait énormément d'argent pour le remettre en service. Absolument colossal. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est 2 gazoducs en question, à des distances très éloignées l'une de l'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a sans doute une intentionnalité évidente. Alors, justement, il peut s'agir soit d'une charge que l'on place sur le gazoduc pour la faire exploser l'extérieur. Il peut s'agir d'une charge à l'intérieur, sans rentrer dans les détails. Il y a des robots qui assurent la maintenance à l'intérieur, ça s'appelle des robots cochons. On ne sait pas si vous avez vu les films de James Bond. Les films de James Bond, vous avez dans un des films de James Bond, je ne sais plus lequel il s'agit, vous avez comme ça des robots qui viennent nettoyer les pipes. Mais qui sont à l'intérieur du pipe. Là, on peut mettre une petite charge. Ou alors, tout simplement, un bateau passe au-dessus de ce qu'est le tracé de ce gazoduc, et puis on lui fait tomber une mine, tout simplement. Enfin bon, il faut quand même sacrément bien viser. Pour répondre à la question, le fond marin est truffé de câbles sous-marins, de gazoducs. Donc le trouver, ça veut dire qu'on savait exactement où il se trouve. Donc là, pour le coup, ça limite un peu plus les responsabilités. Et puis après, on ne peut que rentrer dans des suppositions, se perdre. Mais tout le monde est perdant là-dedans, Emmanuel, parce que ça veut dire plus de gaz russe. De toute façon, il n'y avait plus de gaz russe. Oui, parce que la Russie ne livrait plus de gaz. Non, mais la Russie, elle perd pas grand-chose. La Russie, elle perd pas grand-chose dans cette histoire. Ah si, elle perd énormément. Elle perd un investissement. Elle a investi l'investissement pour ce gazoduc, donc c'est 1224 km, c'est 11 milliards d'euros, donc c'est assez considérable. Et là, pour le coup, c'est Gazprom qui est propriétaire à 100%. Ouais. Donc, on parle bien de Nord Stream 2. La part du bénéfice de la livraison de gaz. Nord Stream 1, c'est autre chose. Alors, la Russie, il y a plusieurs interprétations. Partons du principe que ça pourrait être la Russie. Tout le monde semble indiquer que c'est la Russie. Bon. Puisque ça pénalise les pays
européens. Ça Donc, pénalise, ça peut être les pays européens. Mais en même temps, on peut se dire que la Russie n'a pas forcément intérêt à détruire son propre matériel. Dans la perspective où un jour, la guerre s'arrête, elle puisse reprendre la négociation avec l'Allemagne. C'est ça. Premier élément. Deuxième élément, il se peut tout à fait que la Russie, dans une logique mortifère, dans une logique suicidaire, se dise, de toute façon, on est dans la fuite en arrière, on ne pourra plus jamais travailler avec eux, je détruis tout. Pour essayer de mettre la responsabilité sur les pays occidentaux. Ça paraît assez amateurisme quand même. Alors, évidemment, comme la Russie a dit qu'il s'agissait d'un sabotage, elle aurait pu dire qu'il ne s'agit pas d'un sabotage. Elle aurait pu dire qu'il s'agit d'un incident technique dont elle rendrait responsables les Occidentaux parce qu'ils n'ont pas, par le truchement des sanctions, qui auraient empêché que l'on puisse réparer ce gazoduc. Ils avaient cette possibilité puisque l'été dernier, ils avaient dit qu'ils étaient obligés d'arrêter la livraison de ce gaz, tout simplement parce qu'une turbine construite par Siemens n'avait plus les pièces détachées nécessaires à cause des sanctions. Or, il se trouve que c'est pas la voie qui a été choisie, puisque le porte-parole du Kremlin dit qu'il s'agissait vraisemblablement d'un sabotage. Eux aussi. Donc, en gros, tout le monde dit que c'est un sabotage, mais personne ne dit qui l'a fait. Qui l'a fait, c'est ça. Alors, on est encore dans cette expectative-là. La première ministre de Pologne, du Danemark, a dit qu'il s'agissait d'un sabotage, mais elle n'a pas dit qui était responsable. Le porte-parole du Kremlin a dit qu'il s'agissait d'un sabotage, mais il n'a rendu personne responsable non plus. Et pour l'instant, On le saura, tu penses, Emmanuel, un jour ? Oui, pas tout de suite. Pas tout de suite, à mon avis. En tout cas, les explications des uns et des autres, et pas plus celles du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, sont très convaincantes. Il y a quand même deux pays qui, peut-être, auraient un intérêt à ce que ça se passe ainsi. En premier lieu, les États-Unis. Ils n'ont absolument pas de rapport avec le gaz russe, mais au contraire, ont du gaz à vendre, eux. Alors, ils ont du Donc gaz, un marché à récupérer. Ils ont du gaz de schiste, évidemment, à vendre, qui coûte beaucoup plus cher, qui est transporté par méthanier, et donc qui est sous forme de gaz naturel liquéfié. Donc ce qui permet effectivement, peut-être, d'effacer une concurrence. Et l'Ukraine, cher Emmanuel. Et l'Ukraine. Et l'Ukraine, forcément. Qui pourrait éventuellement... Oui, alors en même temps, l'Ukraine n'a pas forcément les moyens techniques pour réaliser, du mal à le croire, quand même, pour l'Ukraine, ce type d'opération. N'oubliez pas quand même qu'ils sont aidés, et bien aidés, financièrement, militairement aussi, par des pays occidentaux, je veux dire. On leur apporte à ce moment-là, c'est pas l'Ukraine, c'est les pays occidentaux dans la même ligne ou avec le même objectif que l'Ukraine. Mais c'est pas un commando ukrainien. Ça, je pense que on peut écarter cette option parce qu'on est en mer Baltique, on est très loin de l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas ses capacités technologiques. Attention, on est à 200 mètres de fond. Il y a très peu de pays qui peuvent et qui ont la capacité de le faire. La France, la Grande-Bretagne, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, évidemment. La France a aucun intérêt, Emmanuel, à faire ça. Oui. La France n'a Ça pas serait d'intérêt. tirer une balle dans le pied. La France n'a aucun intérêt parce que ça ne le concerne pas. C'est pas du gaz qu'elle consomme. Voilà. Donc aucun intérêt. Donc voilà, ça va être compliqué cette histoire. En tout cas, voilà. Est-ce que les Occidentaux qui accusent des Russes, voilà, on va la faire simple, Emmanuel, Sonia, est-ce que ça vous paraît crédible ? Voilà, tout simplement. La Russie responsable de la destruction ou de la détérioration, du sabotage de leur propre équipement. Je pense que c'est pas dans leur intérêt, en tout cas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le président russe en est à ce point-là. Oui, c'est ça. C'est comme expliquait Emmanuel. Voilà, on a deux perspectives, c'est-à-dire de soit se dire bon, il n'y a plus rien à négocier avec eux, on va tout détruire. Ce qui, quand même, occulte le fait que cette guerre puisse se terminer un jour et qu'on puisse reprendre des affaires et le marché. C'est quand même considérable ce que ça rapporte à la Russie aussi, cette livraison de gaz à l'Europe, Emmanuel. Faut le rappeler quand même. Alors, d'autant que c'est un des gazoducs, et la Russie en bénéficie de beaucoup d'autres qui, eux, ne sont pas arrêtés. Notamment un qui s'appelle Fraternité, qui traverse l'Ukraine de la Russie vers la Slovaquie et la Hongrie, ou Yarnal qui va de la Russie vers la Pologne. Donc les gazoducs, en l'occurrence, ne sont pas tous fermés. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Pour la Russie. Et pour ceux qui en bénéficient. Et ceux qui en bénéficient. Et ceux qui en bénéficient. En l'occurrence, les pays. Prenons que le gazoduc Fraternité, il n'est pas fermé. Donc après, la responsabilité des uns et des autres est engagée. Ils n'alimentent pas les mêmes pays, simplement. Ils n'alimentent pas les mêmes pays. Un certain nombre de pays font en sorte de continuer à, malgré tout, bénéficier du gaz russe. C'est le cas de l'Allemagne. Alors, est-ce que ce sont les États-Unis ? Bon, encore une fois, moi, je veux pas être trop... je veux pas faire la Madame Irma des relations internationales. Ce que l'on peut retenir, c'est que plusieurs déclarations par le passé. Je prends une déclaration de janvier dernier
d'une sous-secrétaire d'État américaine aux Affaires étrangères, Victoria Nuland, qui a dit littéralement que les Américains feront tout, je ne fais que la citer, les Américains feront tout pour empêcher Nord Stream 2 d'être opérationnel un jour. Ouais. Donc c'est une déclaration qui a été faite. Après, l'interprétation est libre pour chacun d'entre nous. Chacun, absolument. En tout cas, ça veut dire aussi, Emmanuel, Sonia, que la difficulté va être clairement au rendez-vous pour les pays européens pour se chauffer cet hiver. On va manquer de gaz, là, pour le coup. Ça dépend des... Je pense à un pays comme l'Allemagne, par exemple, qui est beaucoup plus dépendant du gaz russe que nous. Oui, mais en même temps, premièrement, il y a eu une vigilance européenne et, d'une certaine façon, une anticipation de ce que seront les conséquences de cette guerre. Donc, pour parler plus simplement, je pense qu'il y a des réserves, c'est ça que vous voulez dire. Un certain nombre de pays européens se sont dotés de réserves. De réserves, oui. La France a 95% des réserves nécessaires pour tenir. Après, la question, c'est est-ce que cette guerre va durer ? Et si elle dure, c'est pas la question d'aujourd'hui, c'est la question de demain et d'après-demain. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, pour le coup, il faut trouver des alternatives pérennes sur le long terme. Bon, on peut aussi faire un peu de prospective et avoir à l'esprit que ce gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne avait comme concurrent un gazoduc reliant la Norvège, le Danemark à la Pologne. Et que la Norvège est devenue, de facto, puisqu'on achète moins de gaz russe, le premier le livreur, fournisseur de gaz en Europe. Donc, tout ça fait que il me semble que la question de la sobriété énergétique n'est pas tellement ou pas aussi liée à la crise en Ukraine qu'on voudrait bien le croire. Alors il y a quand même un élément important. Elle est liée au fait, elle est liée au fait qu'un certain nombre de pays, c'est le cas de l'Allemagne, en 2011, ont décidé de se séparer du nucléaire, ou le fait qu'en France, on ait commencé, mais on s'est ravisé. On a fait marche arrière. On a fait marche arrière en fermant en fermant une partie de nos 56 réacteurs. Absolument. Ça a été des mauvais choix. Mais il y a quand même un autre élément que vous oubliez, important, c'est si l'hiver est froid et rude, on a beau avoir des réserves, voilà, ça risque d'être compliqué quand même. Oui, ce sera pas simple. Oui. Bah oui. Je pense qu'il y aura des réglementations, il y aura sûrement des choses. Il y a un plan sobriété qui va être annoncé. Il y aura des horaires. Il y aura un plan sobriété et puis chacun fera l'effort et le service public montrera l'effort. Mais encore une fois, pour rappeler les choses. On va tous se mettre en col roulé comme Bruno Le Maire. Hein. On va laisser tomber mais pour rappeler quand même les choses de manière simple. La France est dépendante de gaz pour son énergie à 17%. Oui. Bon, ça ne veut pas dire que 17% de son gaz vient de Russie. Oui. Seulement 4% de ce gaz vient de Russie. Ça veut dire que si on fait des choix intelligents en allant acheter du gaz au Qatar, à l'Algérie, en Norvège, on compense. Ou même aux États-Unis, qui nous ont proposé, Christophe l'a dit, du gaz naturel liquéfié. Donc après, ce sont des choix politiques. Mais mettre tout ça, mettre tout ça sur le dos de l'Ukraine, c'est un peu rapide. Oui, c'est un peu rapide et c'est ce que fait d'ailleurs les différentes chancelleries, hein, assez rapidement d'ailleurs, dans ce sujet, en accusant notamment la Russie. Alors justement, et pour en terminer là-dessus, donc cette histoire de gazoducs qui ont été sabotés en mer Baltique, est-ce qu'il y a quand même malgré tout, Emmanuel, Sonia, des pays qui risquent quand même de subir des conséquences de ce qui vient de se passer ou de toute façon, on rappelait que ces gazoducs ne fonctionnaient plus. Est-ce qu'il y a quand même des pays en Europe qui sont soumis à des conséquences beaucoup plus importantes que nous en France, par exemple ? L'Allemagne, forcément. Ouais. L'Allemagne dépend à hauteur de son gaz. J'ai les derniers chiffres en question. 30% de ses besoins énergétiques, quels qu'ils soient, fuel, gaz, et pétrole et charbon proviennent de Russie. Donc forcément, si les vannes sont fermées, quel que soit, pour le gaz, le pétrole, le charbon, et donc, de facto, le fuel et le diesel, c'est l'Allemagne qui est sans doute le pays qui est en première ligne. Enfin, il y a des pays qui sont dépendants à 100% du gaz russe. C'est le cas, par exemple, de la Macédoine du Nord. C'est le cas de pays limitrophes de l'Ukraine. Je pense notamment à la Hongrie ou à la Slovaquie, qui sont beaucoup plus dépendants que nous. Mais encore une fois, la question de la dépense n'est pas un problème. À partir du moment où vous avez anticipé et que vous avez un mix énergétique qui vous permet de ne pas dépendre que du gaz. Un peu de pétrole, un peu de gaz, un peu de charbon, un peu de nucléaire, et accessoirement en diversifiant vos fournisseurs. C'est ce que chaque pays devrait faire, ou aurait dû faire, nonobstant
la crise avec la Russie. Voilà, problème d'anticipation encore une fois. Dans un instant, le zapping et le témoignage de Sherazade qui devrait pas tarder d'arriver. Elle est atteinte du cancer du sein, métastase également. Et elle a créé cette association Cancéreuse Heureuse 77. Elle nous en parle dans un instant. Le Grand Forum LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous, avec Sonia Mebrek, avec Emmanuel Dupuis qui sont avec nous sur France Maghreb 2 aujourd'hui. Et nous allons accueillir Sherazade qui vient d'instant de rentrer dans nos studios. Bonjour Sherazade, bienvenue. Bonjour. Alors Sherazade, racontez-nous un peu votre parcours parce qu'il est assez particulier. Vous êtes atteinte du cancer du sein. Exactement. Comme malheureusement beaucoup de femmes à travers le monde. Un cancer du sein qui date de combien ? 4 ans ? 4 ans, depuis 2018. Et vous êtes en rémission ou pas du tout ? Non, du tout, je suis condamnée par le cancer. Condamné. Quand vous dites je suis condamné, c'est les médecins qui vous ont dit aujourd'hui qu'il n'y avait plus rien à faire ? Je vis sous chimio. Ouais, mais... Parce que j'ai eu métastase, j'ai eu quand même une erreur médicale. À 2 ans, ils n'ont pas su que j'avais le cancer, en fait. Et j'ai eu métastase, une tumeur dans le dos. Ouais. Ça se traduit comment ? C'est-à-dire que ça se traduit par des douleurs ? C'est quoi ? Ouais, des fortes douleurs, mais pas dans... Enfin, c'est pas le cancer du sein qui fait mal. Hein. C'est les métastases. Du tout, exactement. Ouais. Quand vous dites je suis condamné, c'est... je vis avec ce chimio, oui, je peux pas l'arrêter. D'accord, mais la chimio, tant qu'elle est là, tant qu'elle existe, il y a quand même de l'espoir. Oui, mais jusqu'à où le corps, il en a marre un jour et il dit stop. Il ne supporte plus, oui. Voilà, pour l'instant, c'est que 4 ans. On vous a préparé en vous disant, un jour, ça peut s'arrêter brutalement. Non, ils m'ont préparé qu'un jour, quand j'ai dit j'arrête la chimio, ils me disent non. Alors, c'est pas possible. Ouais. Alors, on doit comprendre que, voilà. Est-ce que, par exemple, la chimio pourrait faire son travail et peut-être qu'un jour, vous pourrez peut-être vous en passer de cette chimio et que vous serez guéri ? Moi, on garde toujours l'espoir, bien sûr. Et puis la médecine évolue. Voilà, j'ai dit d'ici peut-être 1 an, j'ai donné mon corps pour la recherche, justement. Ils testent la chimio, la nouvelle chimio en comprimé. Oui. Et puis, on verra. C'est beaucoup de fatigue, la chimio, hein, Sonia, Sherazade. Ouais, très. Beaucoup de fatigue, moi c'est vrai que je fais beaucoup d'efforts et je suis hyper active déjà à la base. C'est bien de garder le... Voilà, et en fait ce qui est pas bien c'est que moi je travaille jusqu'à où le corps il me dit stop. Ouais. Voilà, en fait mon cerveau et mon corps ils sont divorcés depuis 4 ans. On peut donner votre âge ? 47 ans. Ouais, vous êtes jeune. Merci. Vous êtes jeune pour avoir cette maladie. Il y a plus jeune que moi. Justement, je me bats pour ça, pour dire, justement, je profite de dire aux dames d'aller faire la mammographie. La plus jeune, elle avait 15 ans avec nous. Et la moyenne d'âge, quand je faisais ma chimio en perfusion, on était, à Curie, on était entre 35 et 45, la moyenne. Comment vous êtes aperçu qu'il fallait aller faire une mammographie ? Qu'est-ce qui vous a alerté ? C'est l'instinct. C'est l'instinct ? Ça fait 8 ans que j'ai pas fait de mammographie. Ouais. C'est ma faute un peu. Mais on pense pas forcément à votre âge à le faire. Voilà, c'est l'erreur quand ils nous disent, en fait, quand on entend, ils disent, voilà, il y a 2 choses qu'on doit comprendre. Quand à 50 ans, c'est pris en charge, c'est gratuit. À partir de 50 ans. Ça va être abaissé à 45 d'ailleurs. Hein. Voilà. Bientôt. Et entre une jeune que, voilà, moi je suis partie, j'ai pas 50 ans, voilà. Et dans 8 ans, j'ai pas fait la mammographie. Vous avez dans la famille des gens qui ont J'ai eu ma tante, mais ça n'a rien à voir avec moi. D'accord. Parce que j'ai fait les recherches et tout, c'est pas... D'accord, parce que souvent ils vous posent la question de savoir... Il y en a que c'est héréditaire. Tout à fait. Ouais. Du coup, j'en ai connu, j'en ai connu la maman, la tante... Alors par contre, les surveillances sont la beaucoup grand-mère plus approfondies. Ouais. Et là, vous avez des contrôles normalement tous les ans. Moi, tous les 3 mois. Pour les mammographies. Je conseille. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour essayer d'alerter un petit peu les femmes qui nous écoutent. Est-ce que ça se traduit uniquement par une douleur au sein ou pas du tout ? Parfois, le cancer s'est développé sans même qu'on s'en aperçoive. C'est ça voilà. Le cancer, il fait pas mal du tout. Il est silencieux. C'est une maladie silencieuse. C'est ça. Des fois, ça arrive que, voilà, il y a un sein qui devient rouge ou dur, mais là, ou un kyste, mais généralement, quand on voit ça, c'est qu'il y a toujours, c'est stade 4 ou voilà.
Alors, on voit les signes comme ça. La dangerosité du cancer, c'est qu'il se multiplie en fait, ce qui forme des métastases. Et là, c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué à traiter en tout cas. Et aujourd'hui, vous vous êtes pas laissé aller, vous avez créé une association. Exactement. Voilà. L'association Cancéreuse Heureuse 77. Exactement, qui s'appelle Cancéreuse Heureuse 77. 77 parce que je suis dans 77. Oui. Et pourquoi Cancéreuse Heureuse ? Parce que peut-être ça va un peu choquer, mais le cancer, il a changé ma vie. Ouais. Mais en bien. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit cancéreuse heureuse. C'est vrai qu'il fait mal, on a peur et tout. Ça paraît un peu compliqué à entendre de dire que le cancer fait du bien. Pour moi, personnellement, il m'a changé ma vie parce qu'avant, j'étais aide-soignante, je m'occupais pas de moi, j'avais pas le temps pour moi. Maintenant, je vois la vie autrement. Je suis plus heureuse, je sais faire la part des choses. Je pense que vous appréciez beaucoup plus la vie aujourd'hui. Exactement. Dû à cette maladie. On se rend compte que, tout à fait, que la vie n'a pas de prix. Qu'on doit prendre soin de nous. Tout à fait. Alors, quel est le but de cette association, Sherazade ? C'est en fait, moi, mon but, c'est le bien-être. Déjà, c'est que le bien-être, s'occuper de nous. Surtout, moi, je suis là aujourd'hui pour aider à accepter la maladie, pour casser en fait le cancer. Oui, que ça soit pas tabou. Voilà. Et moi, j'essaye de dire, voilà, c'est pas une honte d'avoir un cancer et qu'il y a pire que le cancer. Et c'est pas contagieux, surtout. Et surtout que, j'ai déjà eu ça. Est-ce qu'ils m'ont posé la question, est-ce que c'est contagieux ? Non, je comprends. C'est pas contagieux. Et moi, je dis à toutes les femmes qui sont atteintes d'un cancer d'accepter la maladie. Parce que déjà, on peut rien faire. On a le cancer, on l'a. Oui, il faut vivre avec, malheureusement. Il faut vivre avec, il faut pas perdre du temps. Et surtout pour l'entourage, aussi dans mon association, j'aide les cancéreuses à accepter leur maladie. Et j'ai prévu de faire des ateliers pour la famille des cancéreux, en fait. L'accompagnement, c'est important. L'accompagnement, parce qu'ils sont perdus. Tout à fait. Ils savent plus comment nous parler. C'est vrai qu'on est un peu, on n'aime pas être non, ne fais pas ceci, le truc, tu vas être fatigué et tout. Non, on est comme tout le monde. C'est vrai que le mot cancer, il résonne quand même particulièrement. Je pense qu'on a tous autour de nous des gens qui sont partis à cause de cette fichue maladie, que ce soit le cancer du sein, le cancer d'autres choses évidemment. Mais quand on entend cancer, ça fait flipper quoi. Pardon, Sherazade, mais ça fait flipper. Oui, moi je suis d'accord, mais moi personnellement, je ne sais pas ce qui m'a aidée parce que j'étais aide-soignante et j'ai déjà vu, j'étais dans la maison de retraite et tout. J'ai vu des mamies et tout qui ont eu l'ablation et tout. Du coup, je me suis habituée. Ouais. Voilà. Ça m'a pas fait peur quand ils m'ont annoncé que j'avais le cancer. Le sein, j'ai accepté. Ce que j'ai pas accepté, c'était le dos. Ouais, les métastases. Voilà. Les métastases, j'ai pas accepté parce que pendant 2 ans, j'avais mal. Je suis arrivée sur un fauteuil roulant et je leur disais que j'avais mal. Ils n'ont pas trouvé. C'est pas les médecins, c'est les radios qui, voilà. C'est ça, j'ai pas accepté. Au niveau des imageries, il y a quand même des PET scans, des choses un peu plus approfondies. Et là, on voit vraiment les métastases. Le PET scan, justement. Des examens. Vous l'avez pas vu. Ouais, ils l'ont pas vu. Parce que ça, c'est vraiment l'élément. Et je suis passée à côté. D'accord. Et la douleur, elle était tellement forte et personne n'a cru à ma douleur dans le dos. Ouais. Et ça, par contre, je l'ai pas accepté parce que j'étais soignée pendant 2 ans. Comment ça se fait quand moi j'ai vu en fait les images avant parce que j'ai eu une cimentoplastie. Oui. Quand j'étais au bloc, il m'a montré le chirurgien le trou que j'avais dans la vertèbre. C'était énorme. Et j'ai dit comment ils ont pas vu ça. Ouais. Emmanuel, c'est la maladie du siècle, le cancer. Ah oui, non, mais et surtout que je dis aux femmes, allez-y faire la mammographie, ça dure une demi-heure. Ouais. Une demi-heure, ça peut vous sauver la vie. C'est vrai qu'on accepte la maladie, là, je suis bien, je dis que ça a changé ma vie, mais la douleur, elle est là. Et rappelons-le quand même, c'est important, parce que on meurt du cancer. Ah oui. Voilà. Ah oui. Aujourd'hui, encore beaucoup trop de morts à cause du cancer. Même un cancer du sein qui est détecté même au tout début, même on peut être en rémission on n'est d'ailleurs, pas à l'abri, et on peut retomber quelques années plus tard. Et parfois, voilà, je pense à une cousine qu'on a perdue en 2016, voilà, du cancer du sein, 45 ans.
beaucoup trop jeune pour mourir forcément. Mais voilà, il était en rémission et 3 ans plus tard, ça a rechuté et ça a été fatal. Le cancer, Emmanuel, ça t'évoque quoi? Parce que tout le monde, évidemment... on est tous touchés, parce qu'on a eu dans nos familles, dans nos familles des gens qui sont eux-mêmes victimes de cette plaie dans sa famille proche. Donc forcément, tout ce que vous dites résonne et donc évidemment nous concerne nous aussi, nous les hommes, nous devons aussi faire des dépistages précoces et donc il faut le faire et il faut inciter à le faire le plus rapidement possible parce que autant... C'est la prostate chez les hommes surtout. Majoritairement. Oui. Mais autant le cancer tue, mais si le cancer est décelé tôt, on peut le soigner. Et donc de ce point de vue-là, il faut anticiper. Et donc il faut qu'il y ait une prévention. D'ailleurs, il faut rendre hommage au ministère de la Santé qui fait des campagnes d'annonces, de dépistage précoce pour les hommes ou les femmes qui sont soumis à un certain type, en priorité, de cancer. Une bonne décision européenne qui abaisse donc l'âge... Et qui abaisse l'âge de l'obligation, l'obligation de 50 faire à 45, voilà, si je ne m'abuse. de la mammographie à 45 ans, Déjà, ça va entrer en vigueur. C'est une bonne chose, oui, évidemment. Déjà pas mal. Oui. Alors, votre association Cancéreuse Heureuse 77 Sonia, Sherazade, pardon. Quelles est un petit peu ces activités que vous allez faire? Est-ce qu'il y a des actions qui vont se faire là, dans les tout prochains jours, toutes prochaines semaines? Là, déjà, j'ai fait un gala ce dimanche. Oui. C'était. Je t'ai pas invité, c'est pas normal ça. On aurait bien voulu venir. Il faut venir dans 77. On vient, nous. Voyons, c'est quoi ça? Alors, ça s'est très très bien passé. Oui, justement, j'ai ramené la maison haute couture qui s'appelle Afsa Couture, c'est une Algérienne. Oui. Et c'était des influenceuses, c'était, il y avait même... Il fallait pas inviter Booba alors. Des youtubeuses, des chanteuses françaises, en fait, ils ont participé à ce défilé. Et en fait, la couturière, en fait, elle est en train de vendre ses robes et l'association a un pourcentage, 25%. Il y a une partie qui est votre association. Exactement. Qui peut faire participer. Et aussi, là, prochainement, là, le 8 octobre, on a un grand chanteur algérien qui va, c'est dans le restaurant l'Atlas, à Rungis. On va faire aussi un défilé de mode, mais c'est des cancéreuses qui vont défiler. Ah, c'est très bien. Voilà. C'est vraiment très bien. C'est des cancéreuses et ce restaurant que je le remercie d'ailleurs, l'Atlas à Rungis, il m'a en fait sollicité pour le Octobre Rose. Oui, ça approche tout à fait. Voilà. Oui. Et ça, en fait, pourquoi l'idée de faire des cancéreuses qui défilent, c'est pour donner l'image. On cherche pas un mannequin taille 1m85, mais taille 36. Non, sans cheveux, avec l'ablation. Elles existent. Voilà. C'est qu'on est là, on est toutes belles, chaque femme, petite, grande. Voilà. C'est ça le message, même ce dimanche, que quand j'ai fait là, j'ai pas sélectionné. Petite, grande, il y en a qui me disent, moi je suis petite. J'ai dit, tout le monde, on est des femmes. Et chaque femme, chacun sa beauté. Et elles étaient très contentes et on a eu franchement un partage. Il y en a qui c'était la première fois, mais elles étaient heureuses et ça m'a fait plaisir de les voir heureuses. Et là, pour le Octobre Rose, je vais aussi le 15 participer avec l'agglomération du 77. On va faire défiler aussi les cancéreuses. Et aussi, à la fin, j'ai une petite pensée qu'on oublie à chaque fois, c'est les taxis conventionnés. Ah oui. Ceux qui vous transportent à l'hôpital. Voilà. Ouais. Ça, les taxis, on ne parle pas beaucoup d'eux. Et moi, j'ai envie de les faire défiler sur le podium à la fin. Et de dire merci au taxi, s'il nous entend. C'est la première personne qu'on voit avant d'aller à l'hôpital, quoi. Voilà. Ouais. Et qui sont là le matin jusqu'au soir. Des fois, la radiothérapie, on passe à 20h30 à 21h. Ouais. Et ils disent bonne nuit à leurs enfants au téléphone. Et ils sont à côté de nous. Et des fois, on fait des bêtises après la chimiothérapie dans leur voiture. Et ils sont là pour nettoyer, pour nous accompagner jusqu'au lit à la maison, pour nous faire sortir de l'hôpital. Et je dis un grand merci pour ces gens-là. Les taxis conventionnés. Sherazade, votre entourage, est-ce qu'il a finalement moins bien accepté que vous? Ça va, parce que j'ai donné toujours la joie de vivre et j'ai accepté ma maladie, même quand j'étais
à l'ITER, en fait, j'essayais toujours de faire quelque chose. Et votre famille vous soutient? Oui, beaucoup. J'ai ma fille là, qui a 14 ans. Et elle, elle est diabétique depuis un an. Et je crois que j'étais l'exemple pour lui donner. Elle acceptait bien sa maladie. C'est important. Et elle est la plus jeune bénévole dans l'association. En plus, elle est bénévole. Voilà, et elle soutient sa maman. Bravo, jeune fille. Bravo, oui. Elle s'appelle Myriam. Elle me soutient beaucoup, beaucoup. Ouais, voilà, ça c'est... Je peux poser une question ? Bien sûr, Emmanuel. Quel est le soutien des élus locaux ? Je suppose que vous les avez sollicités, que vous les sollicitez régulièrement. Est-ce que vous êtes satisfait de leur soutien ? Est-ce qu'ils n'en font pas assez ? Dites-nous. Faites passer un message. Oui. Du tout. Je suis pas très... En fait, je me bats parce que j'ai dit la dernière fois, dans la ville à Pontou-Combo où j'habite, je dis à Pontou-Combo, ils m'ont retiré la salle où je devais faire mon défilé dimanche. J'ai payé de ma poche 1 500 €. Pour quelle raison? Parce que j'ai pas eu de raison. Justifie ça? Non, j'ai pas eu de raison. C'est-à-dire que vous aviez prévu, vous aviez loué la salle, réservé la salle à Ponton-Combo. Oui, et j'ai sorti les flyers et la dernière minute, ils m'ont dit désolé, on peut pas vous l'attribuer, mais j'ai dit, il y a des gens qui vont venir de loin, déjà, ils m'ont dit non, en fait, il se passe, je suis pas encouragée, pas à part par Madame la députée du 77 que je la remercie, et par l'agglomération. Qui me soutiennent et ils sont vraiment avec moi, qui m'ont encouragée, mais des fois, je vais pas vous mentir, je leur ai dit, j'étais en colère, j'ai dit je me bats contre mon cancer, c'est dur, je me bats pour les autres, pour le faire accepter aux autres, le cancer. J'ai ma fille, la maladie qui est le diabète, mais je peux pas aller me battre devant la mairie et pour avoir des subventions et tout, pour quelqu'un qui est en bonne santé, là, non, je peux pas. Le nom de votre député, parce que c'est bien quand un député fait des choses bien, faut le dire. Franchement, je sais pas. La députée de 77, Ponton-Combo, on va chercher. Non, il faut qu'on donne son nom, c'est important. Député 77 Ponton-Combo. Quelle circonscription? C'est dans le... Non, mais le numéro, vous n'avez pas le numéro de la circonscription? Ponton-Combo. On va vérifier. On va vérifier ça. Ponton-Combo. Non, on va donner quand même, parce que c'est bien sûr qu'il faut le faire. Oui, c'est vrai que j'ai énormément de trucs. Alors, on peut vous trouver où sur les réseaux sociaux, ma chère Azad? Alors, sur Instagram, sur Facebook, j'ai une page, sur site web, c'est toujours Cancéreuse Heureuse 77. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, chère Azad, au jour d'aujourd'hui? Le courage. Le courage, parce que je me bats aussi en Algérie. Je suis partie en Algérie. D'ailleurs, je remercie toutes les journalistes en Algérie qui m'ont accueillie il y a 10 jours. Je suis passée dans toutes les chaînes algériennes qui m'ont bien reçue. D'ailleurs, même ce matin, j'ai eu un direct j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu l'accueil qu'ils m'ont fait. Et franchement, c'était extraordinaire. Et qu'ils ont cru en moi. Et là, je prépare un voyage aussi. J'essaye de faire un voyage ici en France pour des cancéreuses. C'est dans le sud de Sahara. C'est bien. Voilà. Reste avec nous, ma chère Sherazade. On va faire juste dans un instant un petit rappel pour bien vous trouver. Peut-être une question d'auditrice qui souhaite vous appeler au 01 40 39 000. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Sherazade, notre invitée cancéreuse, cancer du sein, atteinte du cancer du sein avec métastase au dos, et également donc la présidente de l'association Cancéreuse Euro 77 qui vise justement à faire accepter à ces femmes quand on a le cancer, ce qui n'est pas toujours évident. Évidemment, vous êtes une structure d'accompagnement, on va dire, et vous avez parlé tout à l'heure et mérité le mérite justement de la députée donc de Madame Michèle Perron. On a retrouvé son nom et c'est important de donner le nom des personnes qui travaillent, qui vous accompagnent, qui vous aident aussi. Donc Michèle Perron, députée Renaissance, donc de la 9e circonscription de Seine-et-Marne. Donc bravo à elle, puisque voilà, elle vous accompagne, elle fait son boulot de députée. Je la remercie. Et puis un bémol pour la mairie de Ponton-Combo qui vous a planté avec cette salle qu'elle devait vous donner, donc coûté cher. Voilà, et qui vous a retiré la salle à la dernière minute, donc à l'approche de ce gala. Donc petit bémol
à la mairie de Pontokobo. Alors, dernier petit élément, Sherazade, dernier petit élément, à savoir les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux ce que vous faites, les événements que vous organisez, ce que vous organisez régulièrement, voilà, pour un petit peu Bien comment sûr, ça se passe. On peut vous retrouver où? Alors, rappelez-nous, Alors, sur Facebook, vous avez une page. Instagram, je suis très active sur Instagram. C'est Cancéreuse Heureuse 77. Donc, allez vous abonner là tous, Cancéreuse Heureuse 77, voilà, pour voir un petit peu ce que fait sur la Sherazade. page sur Facebook, voilà, c'est toujours Cancéreuse Heureuse 77. Vous trouvez mes galas, vous trouvez ce que je suis en train de faire, ce que j'ai prévu pour cette année. Parce que je suis toute nouvelle depuis le mois de mars. Hein. Ouais. C'est tout nouveau. Et je suis à mon 4e gala. Très bien. Mois de mars. Bah, vous savez, hier, quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit je suis atteinte du cancer, je suis condamné. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, vous n'êtes pas condamné puisque vous allez guérir. Inch'Allah. Voilà. Parce que vous allez vous battre et vous avez la force de vous battre. Et que, évidemment, on sent. En fait, je pense des fois, c'est bizarre, mais ça m'arrive quand je vois des cancéreuses, je les aide et tout, mais après je dis il faut que je les... Mais j'oublie que je suis une cancéreuse. Mais après, des fois, je dis mais moi je suis cancéreuse, en plus je suis plus grave, je suis malade plus grave que la personne que... Voilà. Et Et d'ailleurs, en premier lieu, et la première raison la plus valable, j'ai envie de vous dire, pour vous battre et pour que vous puissiez guérir, c'est Myriam. d'accepter. C'est Myriam. Ah Mais non, oui. c'est Myriam qui a besoin de vous. Oui, c'est Voilà. vrai, c'est ma fille. Bah oui, voilà. Et elle a besoin de vous, elle a besoin que vous battiez, elle a besoin que vous guérissiez Oui. et que vous puissiez connaître ses enfants, sa famille, voilà. Donc, évidemment, c'est tout ce qu'on vous souhaite, ma chère Sherazade. Bravo en tout cas Merci. et à très très vite. Merci d'être passé par Je France voulais Maghreb 2. juste remercier encore une fois le DJ Malik, ma sponsor All Service Event et les journalistes Bega Shahinez, les journalistes en Algérie, Karima, Yasmine, qui m'ont bien reçu à Boud, et je leur dis merci pour leur soutien, merci beaucoup, et toute ma famille et mes amis. Évidemment, et qui sont nombreux. Donc, Cancéreuse Heureuse 77 Et sur n'oubliez Instagram. pas, le 8 octobre, il y a un gala avec Abdelkader Chaou. Le 8 octobre. Pour les et amateurs de Chabi. Voilà. Ouais. Et c'est à Rungis, le sourd de l'Atlas, et qui est que je le remercie beaucoup. Et il y aura un défilé de mode avec Hafsa Couture, encore une fois. Et le 15 octobre, c'est avec Hafsa Couture et Hamza. C'est un grand styliste aussi qui va participer, c'est un Algérien, c'est un style un peu asiatique, j'ai déjà fait un défilé, c'est très très beau. Venez tous, vous allez voir, ça se passe à Torcy et pour le 8 octobre aussi. Et pour avoir toutes les informations, Cancéreuse Heureuse 77 sur Instagram et sur Facebook. Merci beaucoup, Sherazade. Merci à vous. Place au zapping, c'est parti. Vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Emmanuel Dupuis, Sonia Mebrek sont avec nous évidemment pour ce zapping et on va commencer ce zapping par évidemment Madame la ministre des Affaires étrangères, Emmanuel, qui était en Ukraine hier et qui a prononcé ce petit discours, Madame Catherine Colonna. Le président russe s'est lancé dans une rhétorique escalatoire en décrétant la mobilisation partielle de la population russe, une population qui à l'évidence ne le soutient plus, en annonçant l'organisation de simulacres de référendums dans les régions occupées. Si la Russie procède à l'organisation de ces référendums illégaux, eh bien, il y aura des sanctions. Des sanctions, toujours des sanctions et encore des sanctions, Emmanuel, pour beaucoup de pays, dont la France et Madame Colonna et le président Macron, qui sont très virulents et très impliqués dans ce conflit. Autant que les autres, hein, si j'ose m'exprimer ainsi. Je crois qu'il y a une condamnation unanime. Elle a parlé de faux référendum.
de référendums qui ne correspondent à aucune réalité, d'ailleurs avec des scores à la soviétique ou à l'africaine, c'est selon. Oui. 98 pour Donetsk et Lugansk, 80 un petit peu moins pour Kherson. Bon, après, il y a de nouvelles sanctions. Et en effet, pour la première fois, il ne s'agit pas de sanctions contre les Russes ou contre les personnalités du leadership russe, mais des organisateurs des différents référendums, des 4 référendums. Est-ce que ça va changer grand-chose ? Non. Moi, j'ai toujours tendance à répéter ce que je répète comme un leitmotiv. On fait trop de cas de ces référendums qui ne changent rien. Ces référendums sont nuls et non avenus. La population réelle de ces oblasts ont été, pour certains, déplacés, pour d'autres, forcés à voter. Il n'y avait aucune raison de faire ces référendums, en tout cas dans les régions conquis militairement par la Russie, et puis singulièrement, c'est aussi une preuve de désaveu et d'échec du président russe, obligé de faire des référendums, alors que les combats ont toujours lieu, que l'offensive ukrainienne est toujours une réalité, et qu'accessoirement, une bonne partie de ceux qui auraient voté n'ont pas pu voter, parce que de toute façon, ils sont plus dans la partie dominée par les Russes. Donc il ne faut pas non plus surjouer ces référendums. Je ne suis pas certain que l'attitude de Moscou va changer du jour au lendemain. La Russie est acculée dans une sorte de fuite en avant. Le président Poutine est obligé de donner des gages à sa population à l'intérieur du pays, la mobilisation partielle. Il est obligé de donner des gages à ses partenaires qu'il était supposé venir soutenir dans les républiques dites autoproclamées, qui s'étonnaient du manque de soutien militaire, ou en tout cas de manque d'efficacité de l'opération militaire. Donc je crois que l'attitude du G7, l'attitude de l'OTAN, l'attitude de l'Union européenne est la bonne. Ce ne sont pas des vrais référendums, ils n'ont aucune espèce de réalité juridique, il faut les prendre comme ils sont, un acte désespéré pour essayer d'arrimer artificiellement une population qui de facto, je crois, aspire aussi à la fin de ce conflit. Alors, il y a Medvedev, que vous connaissez, qui a pris la parole aussi, qui s'est exprimé. Écoutez. L'ancien président russe Dmitri Medvedev, que vous voyez à l'écran, assure d'ailleurs que Moscou défendra ses territoires coûte que coûte. Je vais le répéter encore une fois pour les oreilles sourdes, je le cite évidemment. La Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires si nécessaire. Voilà, la menace du nucléaire qui réapparaît, Sonia. Ça fait flipper ou pas ? Je suis pas sûre. Enfin, je suis pas très sûre qu'il faut prendre ça vraiment au sérieux. C'est peut-être pas dans son intérêt, je pense. Je pense que c'est des menaces un petit peu en l'air. Je pense il veut vraiment faire peur, et je suis pas sûre qu'il ira jusqu'au bout. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur ou pas, pour certains en tout cas, de la menace nucléaire, Emmanuel ? Est-ce que, comme le dit Sonia, c'est pas dans son intérêt ? Moi je suis d'accord avec Sonia. Le déclamatoire ou la rhétorique ou la grammaire nucléaire est une façon de nous faire peur, mais pas de annonçant l'exécution de l'arme nucléaire. Premièrement, l'arme nucléaire n'est efficace que quand on ne dit pas quand on va l'utiliser. Tout à fait, c'est une surprise. Par surprise stratégique. Le fait de dire qu'on va l'utiliser, on enlève beaucoup sa capacité, ou d'une certaine façon, réduit à néant le caractère de dissuasion. C'est comme la personne qui dit je vais me suicider. Voilà, et qui ne le fait pas. Donc je crois là aussi qu'il ne faut pas surestimer la menace, il faut la prendre au sérieux. Ouais. Les Américains, les pays de l'OTAN la prennent au sérieux, il faut s'y préparer, mais alors que nous parlons, les Américains n'ont décelé absolument aucune trace d'une sorte de mise en alerte des forces nucléaires. Rien n'a changé depuis 7 mois. On reste au même état de fait d'avant l'invasion. Et c'est pas la première fois qu'on a ce genre de discours. Et c'est pas la première fois que les Russes le disent, que les autorités russes le disent. Depuis le temps, à mon avis. Donc soyez rassurés, il y a peu de chances qu'il y ait une. Sauf si, Emmanuel, effectivement, le leader russe considère que il est acculé de partout et qu'il n'a plus de moyens d'agir. Mais alors il y a 2 choses par rapport à ça. Est-ce que la menace nucléaire est brandie contre nous, au cas où nous en fassions trop pour soutenir l'Ukraine, ou est-ce qu'il va bombarder l'Ukraine ? Ça, c'est 2 choses totalement différentes. Une frappe nucléaire sur l'Ukraine n'amènerait pas, au risque d'être cynique, une réponse nucléaire de la part des autres pays. La réponse nucléaire serait s'il y avait une frappe nucléaire sur un territoire européen, et singulièrement sur Paris, puisque il se dit que Paris serait la première cible.
Donc c'est deux choses vraiment différentes. Et puis pour clore le débat, il y a eu des armes beaucoup plus meurtrières, beaucoup plus dévastatrices qui ont été utilisées sans qu'on atteigne le seuil du nucléaire. En gros, un kilotonne nucléaire fait moins de dégâts que certaines bombes qui ont déjà été utilisées, notamment à Mariupol, pour essayer d'accélérer la prise d'assaut d'Azovstal qui a quand même duré 3 mois. Politique française, Valérie Pécresse, au-delà de son mauvais score à la présidentielle, voici qu'elle est rattrapée par un problème de financement de campagne. Le financement de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse dans le viseur de la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. L'information judiciaire aurait été déclenchée après un signalement au printemps de Julien Bayou, alors secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Quand on a la loose, on l'a jusqu'au bout, Emmanuel, ou pas? C'était son dernier acte, finalement. Non, écoutez, je n'ai pas suivi judiciairement parlant. Ouais, c'est tout frais. Hein. Cette enquête. Maintenant, le simple fait que ça vienne de Julien Bayou me semble la ranger un peu aux oubliettes. Voilà. C'est des règlements de compte. Oui, que ce soit lui qui le fasse. Voilà. Alors, il y a un ministre qui est monté au créneau et qui n'était pas content du tout par rapport à ce climat de vie privée des hommes et des femmes politiques, de violence, etc. C'est Éric Dupond-Moretti. Je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. On ne joue pas avec nos institutions. La libération de la parole de la femme, oui. Même au travers des réseaux sociaux. On est en train, là, de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. Est-ce que tu partages le coup de gueule de Dupond-Moretti, Sonia? Est-ce qu'on en fait un peu trop là? Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. La vie privée, c'est la vie privée. La vie politique, c'est la vie politique. Il faut faire la part des choses, tout simplement. Ouais. Et que la libération de la femme, c'est la parole de la femme, c'est voilà, une bonne chose. C'est une chose, oui, ça je dément pas du tout qu'il faut prendre en compte les violences conjugales, enfin, quand il y a un souci dans un couple, s'il n'y a pas ce problème, il y a la loi pour faire ce travail-là, mais voilà, il faut pas que ça engendre dans la vie politique. Emmanuel, c'est deux choses différentes. T'en as un peu marre là qu'on étale la vie privée des gens? Moi je suis assez d'accord. Pour une fois que je suis d'accord avec Dupond-Moretti, je vais pas bouder mon plaisir. Je crois qu'il y a un temps, il faut bien séparer les choses. Hein. La justice doit faire son travail. Les médias ne doivent pas être la caisse de résonance des doléances des uns et des autres. Ce n'est pas à travers les médias que l'on fait de la politique. C'est supposé être un récepteur et non pas un prescripteur. Il faut que justice soit rendue, mais que les institutions, comme l'a dit le ministre de la Justice, soient respectées, que le droit de la présomption d'innocence est une réalité, que s'il y a des tendance à oublier, il faut le rappeler que si les faits sont avérés, ce sera un règlement par voie judiciaire et non pas par voie médiatique, et que cette pression qui ferait dévier tout responsable politique, l'obligeant à démissionner, est très malsaine, parce que ça voudrait dire, comme on l'a vu en Italie le week-end dernier, qu'il pourrait y avoir des chevaliers blancs qui seraient passés entre les mailles du filet et qui diraient, regardez, contrairement aux autres, moi je suis mieux que les autres. Ça nous amène à des extrêmes, à un populisme qui est très dangereux. Absolument. Dans un instant, l'agence Tourisque et l'histoire de son générique de cette série par MAM, et le quiz et la battle avec cette question: enfermement des mineurs délinquants, est-ce une solution? Oui, non. Twitter, le grand forum FM2, débat à venir entre Emmanuel Macron, Emmanuel Dupuis et Sonia Mevrex sur France Maghreb 2. Restez avec nous, le grand forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, avec la chronique de MAM, la belle histoire des génériques, consacrée aujourd'hui à l'agence Tourisque. La belle histoire des génériques. L'agence Tourisque, 1983-1987. Tout le monde a un jour rêvé de faire partie de ce groupe, qui défendait la veuve et l'orphelin lors de ses très nombreuses aventures. The A-Team, l'équipe A en français, série américaine qui prendra le nom en France de l'agence Tourisque, apparaît sur les écrans outre-Atlantique sur le réseau NBC dès le 23 janvier 1983, et ce jusqu'au 8 mars 1987. La série fait son apparition en France sur TF1 à partir du 1er juillet 1984. La 5e et ultime saison sera diffusée plus tard, en 1993, et depuis multi-diffusée sur plusieurs chaînes. Créée par Franck Lupo, par les chaînes Christophe Lol et Stephen G. Cannell, elle suit les aventures d'anciens officiers du Vietnam qui, après une mission périlleuse, pillent la banque de Hanoï à la demande de leur chef, le colonel Morrison.
Ce dernier meurt assassiné par des Viet Cong qui pillent en même temps leur quartier général. N'ayant pas de preuves qu'ils agissaient aux ordres de Morrison, deux membres de l'équipe sont accusés alors de l'assassinat de leur chef. Ils sont tous condamnés à de la prison aux États-Unis, d'où ils s'échappent assez rapidement. Le groupe ainsi, s'appelant l'agent Sourisme, est dirigé par le colonel John Smith, dit Hannibal Smith, et mène une vie mercenaire clandestine au service de tous ceux et de toutes celles qui en ont besoin et combattant les injustices. Saluons cette équipe, qui était composée de le lieutenant Templeton Peck, dit le futé, le séducteur, le capitaine Henry Murdoch, dit Looping, le fou furieux, adepte des hélicoptères, le sergent Bosco Albert Baracus, dit Barracuda, le baraquet. Musique composée par l'inénarrable Mike Post et Pete Carpenter, je vous propose d'écouter la version américaine du générique. C'est l'agent sous risque. 1983-1987. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Est-ce que Emmanuel ou Sonia regardaient l'agence Tourisque? Oui, moi ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Oui. Merci Mam pour l'histoire de cette série que tout le monde au moins a regardé, sauf Nadège encore une fois. Trop jeune. Elle est trop jeune. Trop jeune. Ouais. Elle est partie pour le quiz, on y va. Le quiz. Quiz évidemment avec des questions liées à l'actualité. Si vous avez révisé, vous devriez répondre à toutes ces questions. Cyril Hanouna recevra quel ministre dans une émission spéciale le jeudi 20 octobre prochain? Gérard Darmanin. Darmanin, il en a parlé hier. C'est ça. Encore les politiques qui vont dans ce genre d'émission. Ok, d'accord. Donc Hanouna qui recevra Darmanin le 20 octobre prochain. Quelle émission fera son grand retour sur TF1 le samedi 15 octobre après 14 ans d'absence? Le Grand Échiquier. Non. C'est une émission qui se déroulait dans un château. Ah, c'est c'est l'émission des jeunes là. Oui, mais c'est quoi? Comment ça? C'est les chanteurs, enfin les chansons. Oui, mais ça je me souviens plus du titre. Non, c'est pas l'école, c'est sur TF1. Oui, sur TF1. L'école des fans, c'était sur Appel 2. Voilà. Star Academy, bravo. Alors, tiens, le service informatique de quelle grande ville du Calvados touché par une attaque informatique, touché par une cyberattaque comme on appelle, notamment mettant en péril le service d'état civil. Une ville du Calvados qui fait face à une cyberattaque. Pas Caen? Non, c'est pas Caen. Caen, exactement, c'est Caen. Caen qui est victime d'une cyberattaque, effectivement, et c'est le service d'état civil qui est principalement touché. Il y a beaucoup de services, là, en référence avec l'hôpital de Corbeil-Essonnes, vous avez entendu parler de cette histoire, qui a été victime d'une cyberattaque. Les conséquences sont dramatiques puisqu'il y avait une rançon qui avait été demandée, l'hôpital n'a pas payé et aujourd'hui on se retrouve avec sur internet avec les dossiers des patients, les diplômes des médecins, les cartes de sécu de tout le monde, enfin c'est très très compliqué. Quel chanteur s'est fait escroquer, ça peut arriver, de près de 400 000 euros par son ancienne assistante? C'est un chanteur qui avait un succès assez important dans les années 80. Si je vous dis Super Nana par exemple, c'est le titre d'une de ses célèbres chansons. Il s'appelle Michel Jonas. Et puis dernière question, des touristes de quelle nationalité ont accosté très récemment à Alger et à Oran? Donc il y a des bateaux de touristes qui viennent. Et c'est tout nouveau là. Ils sont de quelle nationalité ces touristes qui ont accosté à Alger et à Oran? D'accord. Non, ils peuvent pas être marocains puisqu'il n'y a toujours pas de normalisation. Oui. Des croisières de pays. Israéliens? Non. C'est des pays européens? Non. Il y en a certainement, mais non, c'est pas des Russes. Des grands pays quand même. Italien. Non. C'est un grand pays, l'Italie. Grand ou petit pays? Grand pays, très grand pays. Les Américains.
Je pensais. Voilà. Et il y a aussi des Canadiens là qui sont en train de faire un séjour dans le Sahara algérien. Voilà, donc le tourisme apparemment reprend. C'est bien. Voilà, donc a priori, donc très bien. Dans un instant, la battle avec cette question, enfermement des mineurs délinquants. Est-ce une solution ? On y répond dans un instant. Emmanuel dit oui. Et Sonia dit non. Plutôt oui, plutôt non. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bien sur Twitter, vous êtes plus favorable au oui d'ailleurs. On y revient dans un instant. Restez avec nous sur France Maghreb 2 pour terminer cette émission. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le Grand Forum sur France Maghreb 2 qui se termine toujours par une bonne battle. Jingle. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travaillez plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet. Alors la battle du jour, évidemment, on va parler des mineurs et des délinquants, délinquance des mineurs, avec une question que nous posons aujourd'hui. L'enfermement des mineurs délinquants, est-ce la solution ? Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé fin août la création de lieux de rééducation et de redressement pour les mineurs avec encadrement militaire. Je rappelle quand même que c'était une proposition d'Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle. Aujourd'hui, les chiffres sont assez durs à avoir de manière concrète concernant ce sujet. Cependant, on sait qu'il y a à peu près 850 mineurs qui seraient dans des prisons. Alors quand on dit prison, c'est dans des quartiers à part, voilà, ils sont pas mélangés aux autres détenus majeurs. Voilà, est-ce que pour autant ça marche ? On a des chiffres quand même sur la récidive de ces mineurs qui sortent de prison, évalués quand même à 70%, selon les chiffres. Pourquoi, ma chère Sonia, c'est toi qui vas commencer, tu n'es pas favorable à l'enfermement des mineurs délinquants et pour toi c'est pas la solution? Moi je trouve que c'est pas la solution. Je pense qu'il faut responsabiliser aussi les parents. Je pense que ces enfants-là je pense qu'il y a un manque de gérance par rapport aux parents. Si un enfant adolescent est déjà avec des problèmes, c'est qu'il y a une raison. Je pense qu'il faut aussi que les parents prennent leurs responsabilités. Et je pense qu'il faut aussi sanctionner les parents. Il faut qu'il y ait des lois pour pouvoir aussi pénaliser les parents. Quand leur enfant récidive, quand il y a toujours le même problème avec la même personne, il faut que la justice aussi fasse son travail à ce niveau-là. Emmanuel, pourquoi tu es plutôt favorable, toi, à l'enfermement de mineurs délinquants ? Quand on dit mineur aujourd'hui, c'est vrai que quand on a 16 ans aujourd'hui, c'est pas comme on avait 16 ans il y a 40 ans. Bon, premièrement, vous l'avez dit, la récidive. Oui. Et la gravité des peines. 70% de récidive, des peines de plus en plus violentes. Une violence de plus en plus endémique, oui, avec une responsabilité des parents. Mais le simple fait que l'on doive trouver des alternatives à la prison, parce que c'est ça dont il s'agit dans la proposition de Darmanin, plutôt que de les mettre en prison, on va les mettre en semi-prison. Ouais. Ou dans des prisons... Sauf qu'il y a un rapport du Sénat qui vient de sortir et qui demande d'arrêter qui n'est pas forcément favorable ces centres d'enfermement. De centres d'enfermement qui ne disent pas leur nom et qui n'ont aucune espèce juridique pour l'instant. Ouais. Donc on ne les a pas créés et le Sénat y est contre. Enfin bon, en même temps, le Sénat n'a pas la décision finale. La décision finale, c'est l'Assemblée. Donc s'il y a une majorité, je crains qu'il n'y ait pas de majorité non plus qui le décide. Alors moi je suis plutôt pour, premièrement parce que il faut qu'il y ait l'exemplarité de la sanction, mais en même temps je suis plutôt pour le fait que les parents soient responsables et que d'une certaine façon, que les parents puissent aussi être impliqués dans la décision de justice. Oui, mais et que si leurs enfants récidivent, qu'à un moment ou à un autre, ce soit eux aussi qui soient mis devant le fait accompli. Tout à fait. Il y a, Sonia, aussi un paramètre important, c'est qu'il y a des parents qui n'y arrivent plus à gérer leurs enfants adolescents. Il y a quand même, on a quand même ce qu'il faut en France. Il y a des éducateurs, il y a des centres. Il faut faire appel, il faut demander de l'aide. Quand on est un moment où un papa, quand on avoue qu'on n'y arrive plus, c'est un aveu d'échec et ça peut parfois être dur aussi à accepter. Oui, mais on peut dire qu'on n'arrive plus avec son enfant. C'est pas tabou de dire que avec un enfant de 16 ans, on n'y arrive plus. Il y a tout ce qu'il faut. Je veux dire, il y a des foyers, il y a des éducateurs. On suit les adolescents, on essaye de comprendre. Il y a forcément un problème. Mais est-ce que pour autant, Emmanuel, la solution de la prison, de l'enfermement, quand on a commis un acte grave, y compris quand on est mineur,
Est-ce que c'est la solution ou est-ce que c'est aussi le risque que l'on prend de plutôt, renforcer la délinquance du mineur, parce que la prison ça fait du mal parfois, ça fait pas que du bien. Alors c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre des prisons dans lesquelles il n'y a pas de séparation entre la qualification des crimes. Ouais. On ne mettra, évidemment, il n'est pas bon de mettre des mineurs avec des délinquants plus confirmés, parce que ça a une certaine forme d'émulation, si on peut s'exprimer ainsi, et ça c'est pas très bon. Bon, alors ça veut dire autre chose, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de lieux de privation de liberté qui permettrait évidemment de sanctuariser et d'éviter que les mineurs délinquants ne se confirment comme mineurs. Ouais. Et ça, c'est un problème qui est un ordre de problème politique, où un certain nombre de responsables politiques des précédentes mandatures n'ont pas suffisamment investi dans la création de prisons dignes de ce nom, parce qu'il y a aussi la dignité des prisonniers qui est en cause. Et que si on emprisonne des délinquants, quel que soit leur âge, dans des conditions de précarité absolue, c'est pas ce qui va les remettre dans le bon chemin ou dans le droit chemin. Mais pourtant, il manque de prisons, c'est ce qu'on disait. Il n'y a pas suffisamment de prisons en France. Et parce que les investissements dans les prisons n'ont pas été faits. Oui, Sonia. Les responsables politiques, au moment où, je sais, parce que je permets de l'indiquer, j'avais travaillé avec un secrétaire d'État donc chargé des prisons, il faut aussi appeler un chat un chat. Les entreprises, l'État n'ayant plus les moyens de le faire, avait appelé à la rescousse des entreprises privées, et les entreprises privées n'ont pas forcément répondu comme l'État s'y attendait. Sonia, comment on répond finalement aux actes graves commis par un mineur délinquant? Quelle est la meilleure solution pour le remettre dans le droit chemin? Je pense pour toi, c'est pas la prison. C'est pas la prison. Après, il faut le mettre. Je pense qu'il y a quand même. On peut leur demander de faire ce que faisaient certainement certains des tâches, des petits travails d'intérêt généraux. Voilà, qui permet aussi de les responsabiliser et de payer aussi leur peine. Parce que je pense que ces gens-là aussi coûtent cher aussi à la France aussi, il faut dire ce qui est. Voilà. Et puis je pense qu'un enfant de 16 ans, on n'attend pas qu'il arrive à la majorité pour réagir, quoi. Ouais. Sinon c'est une catastrophe. Là, je crois on peut plus rien faire. Sujet surtout complexe, c'est des récidives. En tout cas, pour cette question, donc sur l'enfermement des mineurs délinquants, et on s'aperçoit que finalement c'est de plus en plus jeune, que la délinquance est aussi de plus en plus dure, violente aussi. La violence est très très importante, bien entendu. Voilà, qu'il était bon d'en parler. Le résultat du sondage, ma chère Nadège, ça nous donne quoi? Je sens que c'est prêt. 52 oui. Ah, bon. ça s'est un peu resserré, donc 52% pour le oui, donc pour cette question, à savoir, faut-il enfermer donc les mineurs dans les prisons? Est-ce que c'est la solution? C'est la fin de cette battle et par là même aussi la fin de cette émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup Sonia. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Pour ceux qui veulent le suivre, il file sur BFM là, chez Yves Calvi. Voilà, voilà. Faut suivre Emmanuel tout à l'heure. On va parler de la Russie, j'imagine. Absolument. Et voilà, donc à tout à l'heure sur BFM, mon cher Emmanuel. Ouais. Merci beaucoup, à très vite. Même tout de suite d'ailleurs, il file dans un taxi, hop, direction la porte de Versailles. Bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, si vous le voulez bien, à 16h. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cine à Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cineaparis.com. C'était l'émission Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2, puisque dans un instant, c'est l'ami Medjed qui va vous accompagner, vous divertir pour le 18-20 sur France Maghreb 2, avec encore et toujours plein de cadeaux.